Merci. Vous dites rien. Hein. Je vais faire un petit rappel quand même. Les théories de relations internationales, c'est important. Pas aborder le droit international sans avoir une idée sur les théories. Alors, principalement, il y a deux théories de relations internationales. Il y a la théorie libérale, ce qu'on appelle la théorie libérale. Il y a la théorie réaliste. Grosso modo, la théorie libérale considère que les relations internationales est un jeu à son positif. Est un jeu à son positif. Je m'explique. C'est un jeu à son positif. C'est-à-dire que les États peuvent coopérer et réaliser des bénéfices mutuels. Hein? Les États sont des acteurs rationnels et ils sont portés vers la coopération, ils peuvent donc réaliser des bénéfices mutuels. Il considère également que le système international, même s'il est anarchique, dit système international anarchique, c'est un fait, hein, c'est un constat. On peut, si vous voulez, résoudre certains, on peut l'organiser, le structurer. On peut mettre en place des institutions internationales, comme par exemple l'ONU, comme l'OMC, l'OMS, l'Agence internationale d'énergie atomique, le FMI, tout ça. Donc, on peut mettre des institutions internationales et les États peuvent mettre en place en commun le droit international. Ils peuvent se mettre d'accord sur des normes pour régler leurs relations réciproques. Et on appelle ça le droit international. Donc pour la théorie libérale, le droit international, très important, parce qu'il permet de limiter l'anarchie du système international. La théorie libérale également accorde une grande importance à l'économie, aux intérêts économiques. C'est-à-dire que le commerce international permet de pacifier les relations internationales. C'est la théorie du libre-échange. Depuis Adam Smith, enfin, même avant, mais la théorie, mais l'un des plus grands libéraux économiques, parce qu'il y a le libéralisme économique et son pendant, le libéralisme politique. Et le libéralisme économique, c'est ce qui permet de fonder après le libéralisme politique. Donc, le commerce international permet de réaliser cette équation de jeu à son positif. C'est-à-dire, on joue ensemble, mais on gagne ensemble. Il n'y a pas de perdant. Mutuel. Il peut y avoir de la compétition, de la concurrence. Mais au final, tout le monde est gagnant, même si certains vont gagner plus que d'autres. Les gens ensemble. D'accord ?
Maintenant, la théorie réaliste. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ce n'est pas notre sujet. Donc, la théorie réaliste, il part du postulat que les relations internationales est un jeu à somme nulle. Jeu à somme nulle. Ce qui est gagné par un. C'est ce que je gagne, il est perdu pour l'autre. Il n'y a pas de gain mutuel. C'est une démarche presque naturelle chez les États de penser uniquement à leur propre intérêt national, de concevoir leur intérêt national comme le contraire ou l'opposé de l'intérêt national des autres États. Donc, jeu à somme nulle. Il considère également que les États sont égoïstes et que le système international anarchique, c'est-à-dire il n'y a pas de hiérarchie, l'anarchie c'est le contraire de hiérarchie, pas de hiérarchie au système international, et que seule la puissance permet de structurer et d'organiser le système international. C'est-à-dire que les États vont poursuivre toujours l'acquisition de plus de puissance. Toujours plus de puissance pour, bien sûr, satisfaire leurs intérêts. Donc, l'intérêt, le concept intérêt national, il est défini en termes de puissance pour les réalistes. L'intérêt national, il est défini en termes de puissance. Et principalement la puissance militaire. On considère que la puissance économique, elle est secondaire, il ne sert qu'à augmenter la puissance et renforcer la puissance militaire. Bon, il y a d'autres théories, on ne va pas en parler, théories constructivistes, les théories radicales, mais essayons de se concentrer sur ces deux théories parce qu'ils continuent aujourd'hui de s'opposer au niveau de la compréhension. Donc, pour les réalistes, le droit international, ça ne sert pas à grand-chose. Le droit international, en fait, il est le reflet des rapports de force entre les États. Pour les libéraux, le droit international permet de limiter l'anarchie et permet également de réaliser des gains mutuels, de résoudre des problèmes, alors que pour les réalistes, le droit international n'est que le reflet des rapports de force, que finalement le droit international ne va jamais permettre d'éviter la guerre. Et la guerre, pour les réalistes, c'est une chose quasi normale. La guerre, c'est une transition entre deux périodes de paix. Et l'histoire humaine, elle est remplie de pages de guerre, même si aujourd'hui on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de guerres, par rapport à avant, c'est vrai, oui c'est vrai, si on fait des statistiques au niveau de la cadence, de la répétition des guerres pendant l'histoire,
C'est-à-dire que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas de guerre totale, il y a moins de guerres, il y a des guerres bien sûr, des guerres on va dire régionales, des guerres limitées, mais il n'y a pas de guerre totale. Même si aujourd'hui, avec la guerre entre la Russie et l'Occident, il y a les prémices d'une guerre totale. Mais oui, oui. Donc, vous voyez la différence entre les deux théories et leur conception du droit international. Comment ils voient le droit international, comment ils voient l'utilité et l'intérêt du droit international. Voilà. Alors, et justement, dans notre étude du droit international, on va retrouver cette dichotomie, cette distinction entre ceux qui croient au droit international, qui considèrent qu'il y a un idéal à atteindre, on va résoudre tous les problèmes, tous les conflits avec le droit. Il y a des juristes qui croient à ça, qui croient aux institutions internationales, qui croient aux normes internationales. Mais à l'opposé, il y a des juristes, moins les juristes. Les juristes en général sont normatifs, ils espèrent. Parce que c'est le droit, en fait, c'est ça, c'est normatif. C'est ce qui devrait être. Ce n'est pas ce qui est, en réalité. On va dire que l'opposé, il y a ceux qui croient que le droit international ne va pas permettre de résoudre les conflits une fois pour toutes, mais qui permet quand même une certaine pacification provisoire, mais en même temps, et on le constate aujourd'hui, que le droit international est plus un outil à la carte, on va dire, un outil à la carte entre les mains des grandes puissances. Quand on a intérêt à faire valoir le droit, on va appeler le droit, et quand le droit ne remplit pas nos intérêts, nos attentes, donc on va délaisser le droit et opter plus pour les rapports de force. Vous connaissez la citation de Blaise Pascal: à défaut de fortifier la justice, on finira par justifier la force. C'est la dialectique justice et force. Et on trouve également cette dialectique même dans la philosophie du droit. Dans la philosophie du droit. Quelles sont les sources matérielles du droit? Est-ce que le droit, c'est le reflet de la puissance? Il y a le droit comme droit naturel. Donc ce qui est important à savoir, c'est que cette dialectique entre force et justice il structure, si vous voulez, le débat au niveau de l'intérêt et des fonctions du droit. Maintenant, si on veut comparer le droit international avec les relations internationales, de manière scientifique, on va dire que les relations internationales, c'est une science descriptive. C'est-à-dire que les relations internationales, son objet, c'est de décrire la réalité internationale. Et ne cherche pas à s'immiscer dans ce qui est normatif. Ne cherche pas à dire ce qui est bien, ce qui est mal. Il n'y a pas de morale dans les relations internationales, il n'y a pas de morale.
notion du bien, du mal, non, ça n'existe pas en relation internationale. Alors qu'en droit international, c'est une science d'abord normative. Normative. Dans le sens où il y a un idéal. Un idéal, c'est-à-dire qu'il y a un état espéré de ce qui doit être. Ce qui doit être. Donc, normatif, c'est ce qui doit être. Alors que descriptif, c'est ce qui est. Le droit international, donc, son objet, c'est de réglementer, de régir les relations réciproques entre les États. Certains diront non, il n'y a pas que les États aujourd'hui sur la scène internationale, il y a d'autres acteurs. Donc, on va dire réglementer les rapports réciproques entre les acteurs des relations ou du système international. Les acteurs. Quels sont ces acteurs? D'abord, bien sûr, les États. Ce sont les États qui ont inventé le droit international. Ce sont, bien sûr, les principaux sujets du droit international. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus d'acteurs. Les organisations. Tout d'abord, les organisations internationales. Gouvernementales et non gouvernementales. Plus des ONG internationales. En plus des firmes multinationales. En plus des fondations internationales. Fondation Bill Gates, Fondation Soros, fondations. En plus, aujourd'hui, il y a des acteurs individuels. Il y a des individus qui influencent très fortement les relations internationales. Comme par exemple les Soros, les Bill Gates, les Jeff Bezos, tous ces les grands patrons des firmes multinationales ou des fondations internationales. Oui. Et on dira, comme dit votre collègue, les forces transnationales, c'est-à-dire que les acteurs qui ont une activité transnationale, transfrontière. C'est-à-dire, même on va parler, par exemple, dire que les cybercriminels sont des acteurs des relations internationales. Les terroristes sont des acteurs des relations internationales. Mais bien sûr, on va essayer de séparer entre les acteurs, on va dire, légaux et les acteurs illégaux. Exactement. La mafia, ce qu'on appelle le crime organisé. Très bien. Donc, vous voyez, on n'est pas d'accord sur une définition. On peut dire aujourd'hui, même le terme droit international, enfin le concept de droit international, il n'est plus valable aujourd'hui. Il faut dire droit transnational. Par exemple, quand une société internationale vient investir au Maroc, par exemple, on va appliquer quel droit? On va appliquer d'abord, bien sûr, les conventions qui existent entre les États. Par exemple, les accords de libre-échange, les accords concernant la double taxation, les accords concernant les investissements, tout ça. Donc, il y a droit international. Ensuite, il y a le droit national qui intervient. Par exemple, le droit des investissements, la charte des investissements. Il y a également le droit interne de parce que ces multinationales, elles ont leurs propres droits, leurs propres normes. Donc vous voyez, une activité d'investissement transnationale est soumise à
plusieurs branches de droit. Droit international, droit national, droit public, droit privé. Des branches. Donc reprenons la définition. Le droit international est l'ensemble des principes d'abord, parce que le droit international est dynamique, il évolue. Il évolue comment? Il évolue à travers l'évolution d'abord des principes. Par exemple, un exemple, le principe de non-recours à la force pour résoudre les conflits. C'est un principe du droit international. C'est-à-dire qu'ici, s'il y a un conflit, on ne peut pas le régler à travers la force. D'abord, il faut le régler à travers des moyens diplomatiques et des moyens judiciaires. Soit des moyens diplomatiques, soit des moyens judiciaires. Donc, principe de non-recours. Avant 1945, avec la Charte des Nations Unies, ce principe n'existait pas. Il n'existait pas. Le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures. Ça existait, mais entre certains États. Ça n'existait pas entre tous les États. Les États qui, à l'époque, avaient la souveraineté. On va en parler, la souveraineté, SIED. C'est une construction dynamique qui évolue avec l'évolution des principes. Donc l'ensemble des principes et des règles. Parce que les règles suivent les principes. L'ensemble des principes et des règles qui régissent ou qui réglementent les relations entre les acteurs on peut dire aussi sujets, entre les sujets qui disposent de la personnalité juridique internationale. Qui disposent de la personnalité juridique internationale. Chassière Kanounia Daouli. C'est très important parce que c'est la solution qui a été trouvée pour, si vous voulez, limiter le nombre d'acteurs. La personnalité juridique internationale. Voilà. Donc c'est la définition de base, mais on peut rajouter également qu'il y a deux définitions, l'une restrictive et l'autre large ou extensive. Donc restrictive là. Restrictive, on va dire que les acteurs qui ont la personnalité juridique internationale sont uniquement les États et les organisations internationales. Les États parce qu'ils disposent de la souveraineté. La souveraineté originelle. La souveraineté originelle. Les seuls acteurs qui disposent de la souveraineté sont les États.
Brièvement, c'est quoi la souveraineté? La souveraineté, c'est le pouvoir absolu, général, indivisible. Indivisible. D'abord sur le plan interne, donc sur une population et un territoire. Et puis sur le plan international, quand on dit souveraineté internationale. Donc, la souveraineté, si vous voulez, c'est un concept qui a été inventé donc, au XVIe siècle. Le philosophe Jean Baudin dit que la souveraineté, c'est la compétence des compétences. C'est la compétence des compétences. J'ai dit tout à l'heure absolu, non. Absolu au départ, oui, parce que dans un schéma de gouvernement despotique, il n'est limité que par la religion, la morale à l'époque. Mais aujourd'hui, il est limité par le droit. La souveraineté, aujourd'hui, il est limité par le droit. L'exercice de la souveraineté, il est limité par le droit. Donc la souveraineté intérieure, en sciences politiques, vous vous rappelez la définition de Max Weber, le monopole de la violence légitime. Ben, c'est ça la souveraineté sur le plan, le monopole de la violence légitime. C'est-à-dire que l'État détient les instruments de violence légitime dans la limite du territoire. Et qu'à l'intérieur d'un État, la souveraineté appartient exclusivement à l'État. Il n'y a pas d'autre entité. S'il y a autre entité qui réclame, qui se prévaut de souveraineté, donc il y a un problème. Il y a un conflit interne, une guerre civile. Et puis il y a la souveraineté internationale. La souveraineté internationale, qui veut dire que l'État n'a pas de supérieur. L'État n'a pas de supérieur. Même, pas moi, l'État le plus petit du monde, en Micronésie, un petit île, il y a 3 personnes, il y a l'État, les membres de l'ONU, ils disposent de la souveraineté. En théorie, il peut dire à n'importe quel État au monde, il peut lui dire arrête, tu n'as pas le droit de t'ingérer dans mes affaires intérieures. Même s'il est tout petit. Donc, c'est la souveraineté. L'État n'a pas de supérieur. Je dis en théorie, en droit. Et là, on a un principe qui s'appelle l'égalité souveraine des États. L'égalité souveraine des États. La disposition restrictive, et on a dit que seuls les États et les organisations internationales ont la souveraineté, sont des acteurs, ont la personnalité juridique internationale. D'abord les États parce qu'ils disposent de la souveraineté originelle, et les organisations internationales parce qu'ils disposent de ce qu'on appelle d'une souveraineté dérivée. Une souveraineté dérivée, c'est-à-dire qu'ils sont délégués, si vous voulez. C'est-à-dire que ce n'est pas une qualité intrinsèque aux organisations internationales, mais que ce sont les États, enfin ils ont acquis la souveraineté à travers les États. Ce sont les États, par exemple, qui se sont mis d'accord dans une négociation pour mettre en place une institution internationale. Oui. Et l'organisation internationale ne peut pas prendre des décisions qu'à travers des mécanismes qui sont en accord avec la volonté des États. Par exemple, on est 50 personnes,
on veut mettre en place une société, par exemple. Et on va dire que la société va avoir une personnalité morale. C'est ma'nawi. Et la société peut prendre des décisions. Dans un conseil de prendre des décisions, on va dire une assemblée générale, en condition, mais à condition d'avoir la majorité absolue, c'est-à-dire 51%. On est 50, s'il y a 26 qui sont d'accord pour une décision, s'ils votent pour une décision, donc la décision est prise. On peut se mettre d'accord sur notre mécanisme, dire que les décisions doivent être prises à l'unanimité. Ijma'. Donc plus on va vers l'unanimité, plus ce sont les États qui gardent le pouvoir, l'essentiel du pouvoir. Donc un seul État peut faire veto, c'est-à-dire peut s'opposer à la décision. Les organisations internationales disposent de souveraineté dérivée, ils sont des acteurs, donc ils disposent de la personnalité juridique internationale. Monsieur, oui. Les organisations internationales qui ont la personnalité juridique internationale, est-ce que les organisations, les ONG, on va y aller. Donc les organisations internationales sont les organisations qui sont mises en place par les États. Ce sont les États qui ont créé ces organisations. Ensuite, s'ils le veulent, ils peuvent dissoudre cette organisation. Très bien. Ensuite, on a d'autres acteurs. Est-ce que, par exemple, les firmes multinationales disposent de la personnalité juridique internationale? Non. C'est un acteur. Là, il y a un débat. Il y a certains qui sont pour et certains qui sont contre. C'est-à-dire, dans les sciences sociales, il n'y a pas vrai ou faux. Il y a toujours un débat. Il y a certains qui ne sont pas d'accord, qui argumentent, qui ont notre avis. Donc là, on a une divergence au niveau du point de vue entre ceux qui sont pour une définition restrictive, c'est-à-dire qui disent que seuls les États et les organisations internationales produisent le droit international. Le droit international ne peut être produit que par ces deux acteurs, les États et les organisations internationales. Et d'autres qui disent non. Les firmes multinationales, les ONG internationales et d'autres acteurs peuvent également créer le droit international. Ils peuvent donc disposer de la personnalité juridique internationale. Et là, on ne parle plus de droit international, on parle de droit transnational. Maintenant, on va parler de la naissance et de l'évolution du droit international. Comment le droit international est né et comment il a évolué. Bon, on va parler du droit international qui est né avec la naissance de l'État-nation moderne. Parce que si on veut remonter, pas moi, même à l'époque des pharaons, à l'époque des Babyloniens, il y avait des conventions, il y avait des accords de paix, des accords de commerce, mais c'était pas le droit international, au sens moderne. Vous savez que les sociétés se sont organisées à travers l'histoire dans des formes différentes. Il y avait par exemple
des cités-États, par exemple à l'époque grecque, des cités-États. Hein? C'est une petite ville qui est considérée comme un État. Il y avait les empires également. Il y avait des royaumes, il y avait des principautés. Selon le droit coutumier, il y a également des formes qui sont limitées. Par exemple, si le Maroc est un empire historique, qui a une longue histoire impériale, mais il y avait ce qu'on appelle des formes limitées, territorialement limitées d'organisation politique et sociale, comme par exemple le Jma'a, par exemple, qui était une forme. Mais l'État, au sens moderne du terme, il est né avec. D'abord, il faut le dire, il est né en Europe. L'État-nation moderne, tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est une invention européenne. Qui s'est bien exportée à l'extérieur et qui est devenu aujourd'hui le modèle, on va dire, universel, le modèle dominant dans le monde. Le monde entier, il a adopté ce modèle d'État-nation. C'est quoi l'État-nation moderne? L'État-nation moderne, d'abord il faut remonter à une date que vous avez peut-être entendu parler en relations internationales, c'est 1648. 1648, c'est l'accord de Westphalie. Pour mettre fin aux guerres religieuses, tout simplement. Les guerres de religion entre les catholiques et les protestants. Et à l'époque, on ne parlait pas d'État. Il n'y a pas d'État au sens moderne. Il y avait des entités féodales, il y avait un grand empire, il y a le pape qui était au sommet de la hiérarchie, parce qu'il faut savoir que l'organisation politique était soumise à l'autorité de l'Église. Et donc même les empereurs ou les chefs féodaux n'avaient pas d'autorité suprême, pas d'autorité suprême. Mais avec 1648, on a vu la naissance des premiers États-nations. Les premiers États-nations, ils sont nés avec l'accord de Westphalie en 1648, autour de deux principes fondamentaux. Le premier principe, c'est la souveraineté. C'est-à-dire que l'État est souverain, que le pouvoir temporel est séparé du pouvoir religieux, tout simplement. Que le chef de l'État n'a pas de compte à rendre au chef de l'Église, ce qui n'était pas le cas avant. Pour faire simple. Deuxième principe, c'est le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures. Non-ingérence dans les affaires intérieures. Et on peut ajouter un troisième principe, mais qui a été très fragile, il a été violé plusieurs fois, c'est le principe de non-agression mutuelle. Principe de non-agression
mutuelle. Et c'est à travers ce processus que les premiers États, nations modernes, ont été créés. Les premiers États-nations modernes ont été créés après 1648. Bien sûr, il faut remonter au niveau philosophique, au niveau de pensée philosophique. Il faut remonter, bien sûr, à Machiavel, à Jean Bodin, qui ont commencé à mettre en place, si vous voulez, la structure philosophique et conceptuelle pour cette séparation entre l'État et... Donc, ces trois principes-là constituent le premier édifice du droit international. Les premiers piliers, on va dire, les piliers du droit international. Souveraineté et non-ingérence dans les affaires internes. Bon, non-agression mutuelle, ça viendra surtout après la Première Guerre mondiale. Surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, j'ai dit que ce modèle d'État-nation moderne, il a été exporté à l'extérieur de l'Europe, notamment via l'impérialisme européen et ensuite la colonisation. Ensuite, donc, le droit international, dans son essence, il est coutumier. C'est-à-dire que ce sont les coutumes internationales qui sont le noyau dur du droit international. Notamment sur le plan des relations diplomatiques et consulaires. C'était le domaine, le champ primaire du droit international sont les relations diplomatiques et consulaires. Donc, il y avait des coutumes arabes, des coutumes qui réglementaient donc la question d'échange des diplomates, la question de l'immunité diplomatique, par exemple, Hassan al-Massia, l'immunité diplomatique. Et ensuite, ces coutumes, ils ont été codifiées dans des conventions internationales. Donc, toujours, on commence par la coutume. En droit international, le point de départ, c'est toujours la coutume internationale. Et ensuite, ces coutumes, soit ils étaient confirmés par les conventions, ils étaient reproduites par les conventions, soit ils étaient modifiées par les conventions internationales. Oui. Ça veut dire que les coutumes internationales qu'ils ont produit le droit international. Oui. Alors, la coutume internationale, alors si vous voulez, le droit international public, il est constitué de plusieurs branches.
D'accord. Il y a d'abord le droit qui est né avec la naissance du droit international, c'est le droit international diplomatique et consulaire. Et puis, il y a le droit international de la mer. Le droit international de la mer. Et droit international de la guerre. Ce sont les premières branches du droit international. Et ensuite, le droit international, comme vous le savez, évolue et de nouvelles branches se sont rajoutées. Aujourd'hui, droit international de l'environnement, droit international économique, droit international des droits de l'homme, etc. Et si vous voulez, il y a dans chaque branche, il y a un noyau dur qui est la coutume internationale, qui est le noyau dur, le commencement. Ensuite, on a les conventions internationales. Convention internationale. D'ailleurs, là, on parle uniquement des États. Ce sont les États qui produisent, qui créent soit la coutume, à travers leurs pratiques habituelles, soit les conventions internationales, à travers, bien sûr, la ratification de traités, de conventions. C'est pour ça qu'on dit, quand on parle de l'intention, on parle de 12 sources principales. Il y a la source coutumière et la source contractuelle ou conventionnelle. Donc les principes. On a parlé de principes qui sont fondateurs du droit international. Par exemple, là, dans le droit diplomatique, il y a un principe fondateur, c'est l'immunité diplomatique. Ça, c'est un principe coutumier. C'est que même avant l'Antiquité, quand un émissaire va voir notre souverain, l'empereur, il est sécurisé. Et même si les deux entités sont en guerre, il jouit de l'immunité. Hassan, il jouit de l'immunité. Ensuite, ces coutumes internationales, donc cette branche du droit international diplomatique, ont été codifiées. Codifiées, ça veut dire, c'est oui, la codification, c'est oui. C'est-à-dire qu'on a transformé la coutume qui était une règle non écrite en règle écrite, tout simplement. Et là, on retrouve cette transition entre droit naturel et droit positif. Droit naturel et droit positif. Le droit naturel, c'est un droit, en fait, selon l'école de juge naturaliste, le droit naturel, ce sont des règles qui existent même avant l'existence des États. Ce sont des règles qui font partie du bon sens, qui font partie de la nature humaine, qui font partie de la nature de l'univers, qui sont soumis donc à des préceptes religieux,
à la morale, tout ça. Au bon sens. Droit naturel. Le droit naturel, c'est ça. Le droit naturel, on est théorisé par le grand juriste du droit naturel, notamment Hugo Grotius, Lippendorf. C'est le droit qui préexiste. Qui, si vous voulez, en dehors de la volonté des États. Même les États ne doivent pas enfreindre, violer le droit naturel par leur propre volonté. Par exemple, on commence par la coutume internationale, ensuite les États, progressivement, la construction du droit international est toujours graduelle, étape par étape, jusqu'à englober toute la société internationale. On trouve également dans que les ambassades et les consulats doivent être protégés, mis sous protection des autorités de l'État. S'il y a un incident, c'est-à-dire que c'est l'État qui est responsable. C'est une candidature intérieure qui n'a rien à voir avec le conflit intérieur pour régler oui. La médiation. Oui, ça c'est autre chose. La médiation. Ça c'est notre branche de droit qui est liée donc à la résolution pacifique des conflits. La résolution pacifique. Très bien, donc, on va aller rapidement. Deuxième branche, droit de la mer. Droit international de la mer. Donc là aussi, il y a un noyau dur constitué par la coutume internationale. Qu'est-ce qu'il nous dit, la coutume internationale, au niveau des espaces maritimes? Donc, la relation entre espace maritime et souveraineté. Est-ce que l'espace maritime dépend de la souveraineté de l'État? Oui, sur la coutume internationale, il y a des espaces maritimes qui sont sous la souveraineté de l'État. Ensuite, donc, ce noyau dur de coutume au niveau du droit de la mer, ils ont été codifiés dans une convention internationale. C'est la convention de Montego Bay de 1981 sur le droit de la mer. Donc c'est une convention qui régit la question de souveraineté maritime et la question de marquage de frontières maritimes entre les États. C'est une question aussi qui est très critique, les frontières maritimes. Et qui aujourd'hui fait l'objet de plusieurs conflits entre les États. Oui, notamment quand on découvre des ressources naturelles. Par exemple, là, il y a un conflit entre l'Égypte, la Grèce, Israël, au niveau de la mer, de la Méditerranée Est, l'Égypte, sur la délimitation des frontières. Il y avait un accord entre la Turquie et la Libye pour délimiter les frontières qui a été dénoncé par des autres. Donc il y a même entre le Maroc et l'Espagne, au niveau des îles Canaries. Par exemple, c'est les îles Canaries et les sous-souverainetés espagnoles. Alors c'est pas un État, c'est une île, mais il y a des règles au niveau de la délimitation des frontières maritimes. Les frontières maritimes, chaque État peut délimiter unilatéralement sa frontière maritime, mais quand même, il est obligé de se mettre d'accord, de s'entendre avec son voisin pour faire une convention de délimitation des frontières maritimes.
pour qu'il n'y ait pas de conflit. Et donc, ce qui est aujourd'hui le cas entre le Marestan et vous. Et donc, vous me dites, pour terminologie juridique, c'est pas vous. C'est la section B. Très bien. Bon courage.